La période de mobilisation que nous vivons autour des retraites a une ampleur inédite depuis des décennies. Les appels à la grève ou aux manifestations saute-mouton ne peuvent répondre à l'exigence d'en découdre exprimée par des millions de travailleurs. Mais rappelons-nous que nous sommes, au moins au début, restés spectateurs devant le mouvement des Gilets jaunes. Depuis, un certain nombre de grèves se sont organisées sans la CGT à travers le pays. Or, les travailleurs nous reconnaissent comme le seul syndicat combatif. Camarade Philippe Martinez, qui t'a donné mandat pour parler de médiation alors que les travailleurs sont dans la rue. Nous avons tout à gagner à participer à toutes les assemblées, actions qui se créent et même à les impulser. Nous avons tout intérêt à être les meilleurs défenseurs de la démocratie ouvrière. La CGT se doit d'organiser la riposte face à la répression, à la guerre ouverte que nous mène la bourgeoisie. Aucune réquisition ne doit plus être possible. Ne nous laissons pas entraîner dans les illusions institutionnelles de référendum ou d'interpellation du Conseil constitutionnel. Ne renvoyons pas à un demain très lointain, alors que notre force est ici et maintenant. Nous devons être à la hauteur des origines révolutionnaires de notre syndicat. Nous le répétons dans toutes nos vidéos, notre époque est une époque de grands changements. Ce changement a deux aspects, comme il en est de toute chose. D'un côté, nous assistons aux projets de restructuration colossaux des pays impérialistes, qui se sont lancés dans une course effrénée à ce qui sera un jour une économie de guerre et les fondations du fascisme. En France, ce processus dit de réactionnarisation s'accélère, alors que le pays s'enfonce dans une crise de régime. D'un autre côté, on observe la montée en puissance des facteurs objectifs de la révolution. Les masses du monde entier, dans leurs pays respectifs, demandent la chute de l'ordre établi. L'offensive générale de la résistance palestinienne en octobre dernier a entraîné avec elle des centaines de millions de personnes dans la lutte anti-impérialiste, incarnée en son épicentre par la guerre de libération nationale. Les masses ne veulent plus être dirigées comme avant, et les vieux États bourgeois ne peuvent plus gouverner comme avant. En France, la situation est similaire. Ces dernières années sont des années de feu, où les mouvements de masse les plus massifs ont commencé à poser la question du pouvoir et celle de la violence révolutionnaire. Depuis le coup de force de Macron après la dissolution de l'Assemblée nationale, le pays entre dans une crise de régime. Manque alors chez nous le facteur subjectif, les forces conscientes qui vont orienter la fureur des masses pour abattre l'ancien. Ce facteur est celui que tout le monde cherche partout, des révolutionnaires aux réformistes. Quelle organisation pourra nous sauver ? Depuis la liquidation du Parti communiste en France, les masses se sont retrouvées orphelines. Une partie a donc déterré les vieilles idées du passé. Si le parti a échoué, que toutes les autres organisations politiques sont en état de mort cérébrale, alors il faudrait se tourner vers le dernier cadre d'organisation de la classe ouvrière, le syndicat, et en particulier la CGT. Dans la perception de beaucoup, la CGT est une organisation idéalisée, comme seule force politique prolétarienne capable d'abattre le système capitaliste en France, et que sa ligne est fatalement la plus juste au vu du paysage politique français actuel. D'autres condamnent un fonctionnement bureaucratique et des pratiques politiciennes de compromission. Commençons par mettre les choses au clair. La CGT n'a pas de problème du point de vue trade unioniste. C'est un syndicat puissant, d'autant plus à l'heure du flux tendu qui rend le capital extrêmement vulnérable. Les secteurs les plus tendus de l'économie française, en particulier les secteurs de transport de marchandises, sont syndiqués, et majoritairement par des sections de la CGT. Comme l'a expliqué Engels, c'est à travers l'action des syndicats que la loi des salaires est imposée aux employeurs, et que les ouvriers des métiers bien organisés sont capables d'obtenir, au moins approximativement,
toute la valeur de la force de travail qu'ils louent à leurs employeurs. Et que, avec l'aide des lois de l'État, les heures de travail sont fixées au moins pour ne pas excéder de trop cette longueur maximum au-delà de laquelle la force de travail est prématurément épuisée. Ceci, cependant, est le maximum que les syndicats, tels qu'ils sont actuellement organisés, puissent espérer obtenir, et cela seulement par une lutte constante, par une immense dépense de force et d'argent. Et encore, les fluctuations économiques, une fois tous les 10 ans au moins, détruiront en un moment ce qui a été conquis, et le combat devra recommencer. C'est un cercle vicieux auquel il n'y a pas d'issue. Et en effet, les conquis de classe sont tous attaqués sauvagement, et la direction de la CGT n'a pas été capable de renverser la balance, et s'est embourbée dans des manœuvres de négociation et de temporisation, comme on a pu le voir pendant la bataille des retraites. Mais nous répondrons que ces conquis sociaux sont attaqués si facilement pour une raison bien simple. Il n'y a plus de révolutionnaires pour diriger la classe, et cela inclut les syndicats, à plus forte raison, la CGT. Pour expliquer cette idée, nous devons comprendre ce qu'est un syndicat pour les communistes. Le syndicat se trouve au point de rencontre entre le travail et le capital. Il est au cœur même de cette contradiction, et la lutte des classes le traverse donc de manière particulièrement intense. La classe bourgeoise, qui peut compter sur le révisionnisme, et la classe ouvrière, la partie combative. La bourgeoisie fait tout pour exercer une pression sur les syndicats afin qu'ils restent un organe neutre, qui soit un appareil corporatiste, et qu'il y ait une plus grande pluralité syndicale, ce qui est un obstacle à l'unité d'action. Toute action coordonnée contre le capital passe par la broyeuse de l'intersyndicale, qui ne parvient à s'entendre que sur des accords minimums. L'objectif des révolutionnaires est d'établir un programme d'unité d'action. En soumettant le syndicat, par sa direction, à l'appareil d'État, la bourgeoisie entretient ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière, et la dirige politiquement en puisant dans le pillage colossal des pays opprimés par les monopoles impérialistes. Ainsi, un des aspects de la contradiction du syndicat est qu'il concentre toute la corruption de l'impérialisme. La CFDT a reçu de l'État 18,7 millions d'euros en 2020, la CGT 18,1 millions, FO 14,7 millions, la CFE-CGC 12,4 millions. Et cette corruption s'observe avec le recrutement de dirigeants syndicaux, comme Bernard Thibault, au conseil d'administration du Bureau international du travail, organe de l'ONU, ou l'utilisation de la caisse du syndicat pour un usage personnel, comme pour l'affaire Le Paon. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres. En 1920, le comité exécutif de l'Internationale communiste envoyait ceci aux syndicats de tous les pays. L'esprit étroitement corporatif, l'éparpillement dans l'organisation, le respect de la légalité bourgeoise, l'habitude de faire fond sur l'aristocratie ouvrière et de méconnaître les manœuvres et les ouvriers non qualifiés, la cotisation trop élevée, inaccessible à l'ouvrier ordinaire, la concentration de toute la direction des syndicats entre les mains de personnes se trouvant en haut de l'échelle ouvrière, fonctionnaires qui tentent de plus en plus à constituer une caste bureaucratique syndicale. La propagande de la neutralité en présence des questions politiques posées devant le prolétariat équivalait en réalité au soutien de la politique bourgeoise. Le sabotage des contrats collectifs, qui en fait aboutissent à la conclusion de ces contrats par la bureaucratie syndicale et à l'asservissement par les capitalistes des ouvriers d'une profession donnée par toute une suite d'années. La surestimation d'améliorations insignifiantes, par exemple de l'augmentation purement nominale des salaires, que les syndicats réussissaient à obtenir des patrons à l'aide d'une entente pacifique. La mise au premier plan des questions de secours et de mutualité au préjudice des caisses de grève et de la combativité des syndicats. L'habitude de considérer les syndicats comme des organisations dont toute la mission est d'améliorer les conditions de travail dans le cadre du régime capitaliste et qui ne se donne nullement pour but le renversement révolutionnaire du système capitaliste. Le syndicat est un outil que les révolutionnaires doivent investir, car ils ne sont ni plus ni moins qu'un comité de lutte, c'est-à-dire une structure pour que les gens qui veulent lutter sur leur lieu de travail puissent se regrouper. De fait, n'importe qui y a sa place. C'est le creuset dans lequel vont se former les éléments les plus combatifs et les plus avancés politiquement de la classe. On ne peut concevoir le syndicat autrement. Ces revendications syndicalistes seules se placent avant tout sur la victoire dans des domaines concrets, mais pas dans le fond à un changement de régime. L'année 2023 a montré cet aspect des comités de lutte.
où les sympathisants et nouveaux adhérents de la CGT ont reconnu dans le syndicat et ses différents niveaux locaux un cadre où ils pouvaient lutter. La seule question à résoudre, c'est la question de la direction politique. Qui oriente le syndicat ? Deux voies seules se dessinent. Celle de la cogestion du capital, dans la voie de l'éternelle négociation et de conciliation avec l'État qui veut limiter le syndicat, et celle de la lutte politique de la classe pour diriger la lutte économique. Ces deux voies déterminent l'ensemble de l'état d'un syndicat et de la vision que les masses auront de lui. La voie du corps intermédiaire, destinée à la négociation permanente pour conserver quelques miettes de l'impérialisme, et la voie de la révolution et la fin de l'exploitation. Il est tout naturel que le syndicat soit un lieu de bataille idéologique, du fait même de la contradiction entre travail et capital. De la direction du syndicat dépend son avenir, soit pour neutraliser la lutte du prolétariat, soit pour contrer la lutte de la bourgeoisie. Et il s'agit d'un enjeu stratégique. Voilà pourquoi tout semble aussi verrouillé pour celles et ceux qui veulent lutter. Voilà pourquoi, face au sentiment d'impuissance, reviennent de multiples conceptions du passé, telles que le syndicalisme révolutionnaire, le mythe de la grève politique générale et le plafond vert trade unioniste. Nous devons donc être clairs. Le syndicat remportera des victoires décisives quand il sera dirigé par le Parti communiste, avec des réflexes de classe ancrés. Attention, nous ne parlons pas du parti révisionniste qui usurpe ce nom à ce jour. Que le syndicat soit capable de mettre tous et toutes en grève pour le moindre abus patronal, par exemple, que le patronat craigne de bouger le petit doigt de peur des conséquences, qu'aucun ou aucune employé ne soit plus jamais seul face aux abus de la hiérarchie. La classe n'est forte que lorsqu'elle est unie et dirigée, et les communistes y sont reconnus non pas en fonction de leur étiquette, mais de leur capacité à organiser, unir et mener des luttes. Et comme le dit Lénine, pour obtenir des réformes, il faut être révolutionnaire. Voilà ce qu'est la direction politique qui manque aujourd'hui. La nécessité de cette direction se vérifie au plus profond même de l'histoire de la CGT. À ses débuts, dirigée par les syndicalistes révolutionnaires, qui ne voulaient aucun compromis avec l'État, la CGT est née et a grandi comme instrument de classe contre le capitalisme et l'exploitation. Pourtant, faute de direction communiste, elle a connu l'effondrement dans l'union sacrée et la mise au pas de la classe ouvrière pour la boucherie impérialiste. Par la suite, le raz-de-marée de la révolution d'octobre 1917 a fait monter ceux qui veulent lutter, qui veulent le Parti communiste, l'internationalisme, car la classe est unique sur l'ensemble du globe. La scission qui a suivi alors ne s'explique que parce qu'il y a ceux qui veulent lutter jusqu'au bout et ceux qui ne le veulent pas. Les communistes se forgent dans une période difficile de contre-révolution et de dispersion dans les années 20 et rassemblent les syndicalistes combatifs dans la CGT-U. Les communistes, tout au long de cette période, ont eu un poids et une force d'entraînement qui dépassent les forces de la seule CGT. Dans le cadre des grandes grèves de 1919 à 1920, et ce, malgré l'époque de lutte intense où on comptait 2 morts et des centaines de blessés au 1er mai 1919, la CGT passe de 300 000 adhérents en 1917 à 600 000 en 1918 et 1 200 000 en 1919. Ces nouveaux adhérents, jeunes et combatifs, remplacent ceux tombés au front durant la guerre. En 1919 est fondée l'Internationale communiste, qui donne un élan à la partie révolutionnaire de la CGT, qui a refusé l'union sacrée et le vote des crédits de guerre. En 1921, la CGT est dissoute par le gouvernement, décision qui n'a jamais pu être appliquée. Pourtant, le Parti communiste qui se constitue maintient le cap et dirige la CGT unitaire, qui attirera autour d'elle les éléments les plus combatifs du prolétariat français d'alors. Dans le cadre de la CGT-U naissent les syndicalistes nouveaux et convaincus de la nécessité du changement de régime, bien au-delà des revendications économiques. Plus tard, la CGT s'implique de façon glorieuse dans la lutte contre le fascisme en France durant le Front populaire, qui s'est faite dans le cadre de l'application du Front populaire antifasciste, lui-même sous la direction de l'Internationale communiste. Les grèves de 1936 sont les premières grèves de l'histoire française où les usines sont occupées et sont une date clé de l'histoire de notre classe. Avant cela, les grévistes n'allaient simplement pas sur leur lieu de travail. La lutte
est encore monté d'un cran avec la volonté de prendre en main l'appareil de production. C'est le début d'une longue pratique de lutte des classes qui se situe à un niveau au-dessus de ce qui se faisait avant. Par l'implication dans le Front populaire, la classe a gagné une augmentation de salaire de 30%. La généralisation des conventions collectives, la reconnaissance des libertés syndicales, l'institution des délégués du personnel, les congés payés de 2 semaines minimum et la semaine de 40 heures sans diminution de salaire. Tant de victoires qui n'auraient pas été possibles auparavant, grâce au parti qui a donné à la classe une ligne rouge à suivre. Dans le même temps, la direction du parti a réuni les 2 CGT, car il n'est pas concevable que notre classe qui est unique ait plusieurs syndicats désunis. Cette même direction a dirigé le syndicat dans la lutte de libération nationale antifasciste. La CGT a participé à la lutte armée et c'est par les armes que le pays a été libéré. C'est sous la direction communiste que les grandes grèves patriotiques du Nord ont paralysé l'économie de l'occupation fasciste. Et c'est sous la direction communiste que tant de syndicalistes ont versé leur sang dans des actions de résistance. Cette libération par les armes a posé une situation inacceptable pour la bourgeoisie d'après-guerre. Des communistes forts, des conquis de classe importants, des usines contrôlées par les ouvriers, des administrations municipales gérées par les masses. Les milices patriotiques, constituées des masses en armes, patrouillent dans les quartiers bourgeois. Des régions entières ont été libérées par les seuls bras des prolétaires dirigés par le Parti communiste, et pas par des bombardiers américains ou des tracts de De Gaulle. Cette force écrasante de la classe a permis de faire pression sur la bourgeoisie française, et la classe a gagné la nationalisation de grandes entreprises, la création des comités d'entreprise, mais aussi la création d'une grille des salaires et l'inscription du droit de grève dans la Constitution, ou encore le système de retraite par répartition et la sécurité sociale. Ce sont toutes ces victoires de la classe qui n'ont pu être obtenues que par la force et par la combativité de la classe que la bourgeoisie essaie de retirer dans son plan de restructuration. Notre force l'a retardé dans ses objectifs, et c'est maintenant que la direction n'est plus, depuis longtemps, que les bourgeois se sentent libres d'y frapper à plein cœur. Par la suite, la CGT, dirigée par les révisionnistes, s'est embourbée dans la cogestion. Elle a signé les accords de Grenelle avec le gouvernement réactionnaire à la suite du mouvement de mai 68. Elle s'est mise à la remorque des mirages réformistes qui ont donné lieu au tournant de la rigueur. Tout comme sa direction confédérale l'a fait en intégrant le nouveau Front populaire. Tout problème de la CGT vient de l'action du révisionnisme, c'est-à-dire la trahison à la tête du Parti communiste qui abandonne la révolution et par là même abandonne les masses qui voulaient en finir avec le cauchemar capitaliste. Après-guerre, Thorez incarne ce révisionnisme. Pour être accepté, il doit parvenir à tromper son monde, en gardant les drapeaux rouges tout en repoussant la question de la prise du pouvoir et du renversement de la bourgeoisie. Dans les faits, le révisionnisme livre, pieds et poings liés à l'État, tout ce qui permettait la lutte contre lui. Le parti, devenu révisionniste, a dès lors totalement intégré l'État pour appuyer la politique de la bourgeoisie. Exploitation, pillage colonial, répression. Aujourd'hui, le parti révisionniste a depuis longtemps jeté les drapeaux rouges et ne garde qu'une vague allusion honteuse à Marx, mais il continue d'usurper le nom de communiste et semer la confusion sur le sens de ce mot. Mais il a gardé la direction durant des décennies des nombreuses organisations qu'il avait générées, dont la CGT. Dans les années 60 et 70, le parti révisionniste utilisait la violence non pas contre l'État, qu'il dénonçait alors, mais pour écraser toute contestation de sa ligne de capitulation, en tabassant à coups de batte les personnes qui étaient contre le révisionnisme et poursuivaient l'objectif de la révolution. Aujourd'hui, il a tant et si bien œuvré à faire disparaître la classe en soi, c'est-à-dire la classe consciente d'elle-même et organisée à travers son parti, qu'il est réduit à peau de chagrin, mais il conserve la main sur la direction du syndicat. La raison de la faible syndicalisation en France est à chercher dans le long travail de sape dont les révisionnistes du PCF sont en premier responsables. La haine antisyndicale, quand elle n'est pas l'habituelle rengaine des éditorialistes, est la haine des fossoyeurs de lutte. Et cette haine-là disparaîtra aussitôt que le syndicat brisera ses chaînes qui le soumettent au capital pour enfin libérer le travail. Toute la machinerie molle qui se dresse comme un obstacle à celles et ceux qui veulent lutter, qui les décourage, les disperse, empêche la coordination,
toutes les magouilles et les jeux d'administration qui épuisent les éléments combatifs dans le syndicat ne viennent pas de la structure du syndicat, mais de sa direction, qui encourage, laisse faire, cette corruption antidémocratique et anti-lutte. C'est le rôle authentique du Parti communiste d'éduquer politiquement la classe ouvrière, car le parti n'est rien d'autre que l'émanation de la classe elle-même, de ses éléments les plus déterminés et combatifs. Ce n'est pas un organe extérieur à la classe, c'est le produit de la classe lorsqu'elle assume son rôle historique, celui de mettre fin à l'exploitation de la majorité par une minorité odieusement riche, barbare et corrompue. Le rôle du parti est d'ouvrir un chemin pour la lutte et d'écarter tout ce qui pourrait y faire obstacle, en libérant la possibilité de lutter pour le nouveau pouvoir prêt à éclore, de donner une direction, une orientation générale, et de la faire connaître largement, qu'elle soit comprise de toutes et tous. Le syndicat seul ne suffit pas comme organisation révolutionnaire, et ne peut diriger la révolution. Il est un élément important, mais pas le seul rouage de la révolution. Nous vous renvoyons vers notre vidéo sur la bataille de retraite, où nous abordons brièvement le sujet. Dans Que faire, Lénine nous dit à propos de l'action à mener dans le syndicat. Les syndicats ne peuvent plus réduire le travail à la lutte pour de dérisoires augmentations de salaire. La cherté incroyable des objets de première nécessité, cherté croissante dans le monde entier, rend plus illusoire que jamais les conquêtes dont les trades unionistes, ancienne manière, étaient si fiers. Les syndicats doivent se transformer en véritable organisation militante de la classe ouvrière, où ils disparaîtront. Il s'ensuit donc que non seulement les sociodémocrates ne peuvent se limiter à la lutte économique, mais qu'ils ne peuvent admettre que l'organisation des divulgations économiques constitue le plus clair de leur activité. Nous devons entreprendre activement l'éducation politique de la classe ouvrière, travailler à développer sa conscience politique. La conclusion à tirer est tout aussi claire aujourd'hui, et trace notre chemin. Sans mettre la politique aux commandes, et encore une fois, la politique signifie la question du pouvoir, et donc la révolution socialiste, le syndicat restera un outil de la bourgeoisie pour contrôler la lutte des classes et l'endiguer, désamorcer la juste colère des masses. Sans mettre la politique aux commandes, pas d'unité d'action syndicale. Aujourd'hui, la CGT est tiraillée entre les co-gestionnaires d'État et celles et ceux qui veulent lutter, et ce, depuis le désastre de l'Union sacrée, répété avec le communiqué contre les Gilets jaunes et l'abandon de l'internationalisme, Vietnam, Algérie, Palestine. Le rejet historique du bilan de la direction en 2023 marque un tournant qui va permettre aux lutteurs de s'affirmer face aux négociateurs. Les éléments sont en place pour une future scission, peut-être inévitable. Le parti révisionniste n'inspire plus aucune confiance et n'offre aucun espoir pour les masses. Son bastion syndical ne tiendra pas. Le vieillissement et le renouvellement de la CGT vont amener des changements profonds dans les années à venir. Le parti révisionniste, en orientant le syndicat vers un co-gestionnaire d'État parfaitement intégré, a nourri l'antisyndicalisme et la haine des fossoyeurs des luttes. Et a raison. Mais le problème n'est pas le syndicat. Le problème, c'est l'absence de parti communiste pour le diriger. La charte d'Amiens est fondée sur le refus de se ranger derrière le parlementarisme. C'est une conception des syndicalistes révolutionnaires de l'époque, qui voulaient préserver une autonomie de lutte sans contrainte. Cette charte a souvent été invoquée à tort et à travers, mais elle n'a jamais été une base d'organisation, et elle n'est plus d'actualité. Car au final, soit le syndicat est subordonné au parti du prolétariat, soit il est subordonné au parti de la bourgeoisie, via l'État, ce qui clôt le débat. Le principe d'autonomie de lutte sans contrainte est réalisé par le Parti communiste, dont le but est le renversement violent de la bourgeoisie et l'instauration de la société socialiste, seule à même de garantir la collectivisation et la démocratie ouvrière. Mais si une scission se suit toujours d'une période d'hébétement et de douche froide, la ligne rouge parvient toujours à revenir plus forte, mieux organisée et déterminée. Et tôt ou tard, les syndicats vont s'unir sous la bannière révolutionnaire. D'où le soutien de la bourgeoisie aux syndicats jeunes, qui existent pour affaiblir le mouvement révolutionnaire, comme avec la création de la CFTC en 1919 et de EFO en 1947. Ces syndicats, étant des comités de lutte, tôt ou tard, surviennent dans leur rang des travailleurs révolutionnaires qui ne demandent qu'à s'unir pour lutter, comme la lutte de classe en génère constamment et en quantité grandissante.
Les directions des syndicats jeunes sont contraints par le poids politique de la classe ouvrière organisée par le parti, soit à suivre la lutte, soit à trahir ses membres. Donc il n'y a au fond rien à craindre. On lutte avec tout le monde. La bourgeoisie tente vainement de saper le prolétariat, de le diviser. Ce sont des contretemps vers un acheminement inexorable. La CGT a une histoire glorieuse, et elle est aujourd'hui très puissante. Quand viendra la direction politique, qui fera ressurgir la culture de classe combative et déterminée de la classe, solidaire et sans concession, elle ne connaîtra plus de défaite. Oui, allons de l'avant, finissons dans de l'esprit de clocher. Notre unité, c'est la clé de la révolution. Notre unité, c'est la clé de la révolution.